peu la tâche difficile avec Laurence d'essayer de faire une synthèse. Donc, comme vous le savez, la diversité, la richesse de la recherche au niveau des écoles est telle que ça a été extrêmement difficile avec les contraintes que nous a imposées Didier, un quart d'heure, voilà, pour synthétiser. Donc, on a fait le maximum qu'on a pu, donc elle sera certainement pas exhaustive. On aura pu ou dû oublier un certain nombre d'activités, mais on a essayé de faire au mieux pour montrer ce qui se fait, tout au moins dans un domaine beaucoup plus spécifique, ce qui est celui des biomasses. Alors, la présentation va s'articuler de la manière suivante. Donc, on va rappeler les enjeux liés à l'utilisation des énergies renouvelables. On fera un focus sur tout ce qui est déchets biomasse. On donnera quelques exemples de travaux qui se font dans les écoles pour décrire la démarche scientifique et les verrous qui sont associés. Et comme toute recherche, on parlera un peu de la valorisation, pas forcément sous forme industrielle, ce qui fera l'objet des discussions, notamment autour de la table ronde, mais un certain nombre de valorisations en recherche. Et puis, quelque part, ce qui nous paraît le plus important, ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le rôle du Carnomine dans un paysage national très mouvant, et comment, autour du Carnomine, on peut fédérer les énergies dans les écoles, voilà, pour avancer ensemble et pour être une force de proposition au niveau national. Ce sera l'essentiel de mon point de vue sur la fin de la présentation. Alors, comme je disais, on va se focaliser pas mal sur les biomasses et déchets, mais je voulais rappeler, le terme est connu, mais vous donner quelques éléments de ce qui peut être qualifié comme énergie renouvelable. Elle est essentiellement liée à la durabilité en termes de disponibilité à une longue échelle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément peut être associé à la qualité. La qualité, donc quand on dit propre, c'est lié essentiellement aux sous-produits potentiels, aux émissions de gaz que peuvent générer ces énergies, et sûr aussi dans le sens où ce sont des ressources pérennes et qui sont exploitables avec des prévisions qui peuvent quelque part donner une pérennité industrielle, parce que les industriels s'engageant dans le domaine savent qu'ils ont des ressources, des gisements pour du long terme. Donc, ce sont ce type d'énergie dont nous parlons aujourd'hui. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui? Donc, on le sait au niveau international, il y a eu un stress sur la dépendance par rapport au pétrole. Donc, je ne sais pas si c'est justifié, si c'est urgent, parce que finalement, on se rend compte qu'on découvre des gisements tout le temps, mais on n'a pas du pétrole partout. Donc, le problème reste quand même d'actualité. Même dans des pays où on a du pétrole, on se rend quand même compte qu'il est important de diversifier. Si on ne peut pas substituer, mais au moins diversifier l'offre énergétique, ça reste extrêmement pertinent. L'autre point qui fédère les énergies au niveau mondial, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, avec les conséquences que nous connaissons tous sur les changements climatiques, sur la santé, sur la société, sur l'économie. Donc ce sont des impacts importants. Alors là, j'ai mis émissions de CO2, mais on pourrait aller au-delà. Je rappelle que le gaz à effet de serre le plus important, c'est la vapeur d'eau, c'est pas le CO2. Et donc on arrive quand même dans un panel en fait de gaz qui viennent souvent des procédés industriels ou de l'activité humaine et industrielle, font que la perspective d'utilisation des énergies renouvelables peut contribuer à baisser cette contribution en fait à la pollution atmosphérique. Des solutions énergétiques adaptées aux environnements considérés. Alors, on est dans des pays où on a de l'eau, on a du vent, et dans d'autres pays, on a beaucoup de soleil, on n'a pas de pétrole. Donc, quelque part, un des enjeux des énergies renouvelables, c'est aussi adapter quelque part les demandes énergétiques aux disponibilités des ressources. Donc, il est évident qu'on peut imaginer que des pays comme le Brésil, par exemple, qui ont utilisé les biomasses avant que ce soit la mode. Donc, au Brésil, vous avez des stations-service, l'utilisation des biomasses pour la production des agro-ressources et des carburants est naturelle, parce que la ressource biomasse est disponible dans le pays. Et en France, nous avons l'éolien, on a un certain nombre de possibilités. Quand on arrive sur le pourtour nord-africain, il y a beaucoup de soleil. Donc on peut envisager que les solutions locales adaptées à des pays sont possibles. Donc il n'y a pas de solution globale, mais on peut, au cas par cas, en fonction de la disponibilité de la ressource, trouver des solutions adaptées. Les sauts technologiques. On remarque finalement, quand on regarde bien,
le monde industriel ou le monde académique, les solutions technologiques que nous avons aujourd'hui ont été développées il y a une cinquantaine d'années. Ce sont les technologies utilisées aujourd'hui pour la conversion de biomasse, de déchets ou la transformation du charbon ont été développées pour l'industrie du charbon, pour l'industrie du pétrole. Et tout le monde est assez d'accord qu'il n'y a pas de nouvelles technologies. On recycle un peu ce qui existe depuis très longtemps. Donc, quelque part, cet engouement, cet intérêt pour les énergies renouvelables peut aider aussi à faire des sauts technologiques parce que ces technologies peuvent être utilisées pour d'autres applications. Donc, ça représente un enjeu important aussi, industriel, de société à ce niveau-là. Et évidemment, donc, tous autant que nous sommes, hein, tout ce qu'on fait quelque part, surtout dans nos périmètres des écoles des mines et télécoms, où on est fortement en interaction avec l'industrie et donc avec la société, tout se juge à l'aune des conséquences de ce qu'on fait sur la société. Donc ça, c'est un aspect important aussi. Et on pense que le défi des énergies renouvelables est aussi à juger sur les impacts sociétaux. Alors, énergie renouvelable, vous avez plusieurs formes. Il y a le solaire, il y a la géothermie, il y a l'éolien et les biomasses. Alors, mes collègues Jean-Jacques parleront entre autres du solaire tout à l'heure. Ils sont plus spécialistes que moi dans le domaine. Je sais qu'il y a hier aussi, il y a eu des présentations, mais plutôt sur la partie réseau fluide. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt sur les réseaux, sur la ressource et sur le stockage, dont mes collègues en parleront tout à l'heure. Et moi, je vais faire un focus sur une autre forme d'énergie renouvelable, que sont les biomasses et déchets. Donc on a essayé de faire un bilan de ce qui se fait au niveau des écoles, des mines notamment, où il y a l'essentiel de cette activité, pour voir où sont les compétences des écoles. Alors, dans ce domaine des déchets et biomasse, aujourd'hui, quand on fait l'état de l'art, le nombre de publications scientifiques, par exemple, a augmenté de 50% ces 5 dernières années. Donc, ça montre un intérêt. C'est assez impressionnant quand on recherche dans les bases de données. Il y a un engouement important dans la recherche, dans le développement, mais qui bute sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de verrous que je vais détailler. Et ces verrous sont essentiellement sur la ressource, sur les produits, sur les procédés et les sous-produits. Alors, je fais la différence entre produits et sous-produits. Pour moi, produit, c'est ce qui va être utilisé favorablement. Sous-produit, c'est ce qui va être plutôt problématique, qu'il faut éliminer, donc les déchets ou les émissions. Alors, les verrous qui sont identifiés, sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord, c'est la robustesse et la variabilité des biomasses. Alors, les industriels aiment bien savoir ce qu'ils mettent dans leur procédé. Autant que faire se peut, ne pas modifier le procédé. Tout ce qu'on y met doit s'adapter. Donc aujourd'hui, on ne sait pas bien faire. Et on le voit dans les grands opérateurs du marché, travaillent énormément au développement de procédés qui peuvent prendre une biomasse vierge ou du bois contaminé qui contient des créosotes et des métaux lourds. Et ça, c'est un enjeu majeur parce qu'on se retrouve avec des mélanges qui sont très hétérogènes en composition et qu'il faut gérer, notamment au niveau des émissions. Donc ça, c'est un enjeu important et donc, quelque part, on sera jugé un peu sur notre capacité à générer des procédés robustes. L'autre porte sur le produit, donc la relation. Donc on va utiliser des biomasses pour faire des carburants de synthèse, pour faire des bioressources. Et ce qui va être important aussi, c'est le lien entre le carburant et la composition de départ. On veut faire un carburant d'une certaine qualité. Est-ce que la ressource dont on dispose est capable d'assurer de manière continue, de manière pérenne, une certaine qualité? Et donc ça, c'est un enjeu important qui peut freiner le développement industriel des filières. Troisième enjeu que nous avons identifié, l'adaptation au système de production d'énergie. Alors, on a des secteurs industriels qui sont bien établis. Je prends un exemple relativement simple d'une industrie qui prend beaucoup de déchets, c'est la cimenterie. Alors, les cimentiers, par tradition, ont toujours absorbé beaucoup de déchets très variables parce qu'ils en ont besoin pour faire des mix énergétiques. Et ils le font que parce qu'ils ne doivent pas changer leur procédé. Le précalcinateur de cimenterie doit rester tel quel. Et donc, en général, quand on discute avec eux, s'ils sont convaincus que le déchet ou le résidu peut être repris tel quel, ça peut passer dans la filière. Dès qu'il faut changer la technologie, ça pose problème. Donc ça aussi, ce sont des enjeux que nous avons identifiés comme importants. Le traitement de carburant alternatif avant conversion, donc ça va dans la même chaîne. Hein, donc c'est
un lien entre la composition du carburant qu'on va générer vers la conversion énergétique. Je rappelle que les procédés qu'on développe, notamment par abus de langage, on dit produisent de l'énergie. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai. On produit des vecteurs énergétiques. Et ces vecteurs, comme les mélanges CO, hydrogène, vont être utilisés pour faire l'énergie. Donc là aussi, il y a un enjeu important de la qualité de ce vecteur énergétique pour aller jusqu'au bout de la filière. Dernier verrou que nous avons, l'avant-dernier que nous avons identifié, c'est les systèmes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on voit bien l'industrie évolue de moins en moins vers des usines massives. On essaye de faire plutôt des usines adaptées à la demande locale. Donc, si je suis dans une région où il y a plutôt de la biomasse disponible, je pense qu'il y aura un sens à ce que, voilà, on utilise la biomasse. Moi, je viens là, de la région Midi-Pyrénées. On a une grande ressource, c'est une région très agricole, donc on a beaucoup d'agro-ressources. Donc, dans des régions telles que celle-là, quand on parle de biomasse, on pense tout de suite aux agro-ressources parce que la ressource est adaptée aux situations locales. Et donc, si on se retrouve dans d'autres environnements, donc il y a une adaptation locale un peu à la ressource qui est un verrou important. On ne peut pas imaginer transporter des biomasses ou des déchets dans tout le territoire national pour aller à des usines qui sont à l'autre bout. Donc, c'est une hérésie puisque, quelque part, on doit veiller au bilan environnemental et énergétique, qui est le dernier point que nous avons identifié comme verrou. Tout procédé, aussi efficace, aussi bon qu'il soit, doit être quand même environnementalement compact, environnementalement intéressant en termes de ce qu'il émet, en termes de ce qu'il est capable en fait de générer comme nuisance au niveau de la société. Donc le bout de chaîne est aussi discriminant, est un élément important de décision dans l'évolution des procédés. Voilà à peu près les 6 verrous que nous avons identifiés avec Laurence, basés sur les travaux que font tous nos collègues au niveau des écoles et tout simplement de la communauté scientifique et des échanges avec les nombreux industriels qui travaillent avec les écoles. Alors, j'en viens à la recherche dans les écoles. On a essayé de faire une cartographie, donc je vous prie déjà de m'excuser parce qu'elle ne sera certainement pas exhaustive. Mais avec Laurence, on a essayé, avec l'aide de Jean-Michel Herry, de Jean-Luc Arion, de Didier, d'essayer de collecter ce qu'on avait au niveau des écoles pour essayer de faire une synthèse. Alors, un premier volet de recherche, mais qui est un pan fort de l'activité de recherche dans les écoles des mines, c'est la génération de vecteurs énergétiques. Donc, on va prendre une ressource qui peut être un déchet, une biomasse ou un résidu quelconque. On va essayer de récupérer le contenant énergétique. On ne fait pas que l'énergie, mais on récupère aussi des matériaux. Donc, si vous traitez un déchet, on récupère le gaz qui peut faire de l'énergie, mais il y a une expertise importante dans la transformation des résidus solides aussi pour faire des produits. Donc, vous avez par exemple la pyrolyse, que je vais détailler un peu plus tard, la gazéification conventionnelle, qu'on va retrouver beaucoup à Nantes et à Albi, par exemple. On va trouver de l'hybridation solaire qu'on va retrouver pas mal à Albi et à Paris, à Sofia. Les procédés plasma, beaucoup à Paris, par exemple. Donc, j'ai vu un dernier article fait par Frédéric Fabry et Laurent Fulcheri, donc, sur l'utilisation du plasma dans la gazéification de déchets. Donc, un article de revue extrêmement intéressant qui brosse bien la panoplie de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Donc, dans l'équipe de Laurent Fulcheri à Sofia. La combustion, donc on retrouve beaucoup de travaux du côté de Douai, donc les collègues de Douai transforment complètement, arrivent en bout de chaîne sur les déchets biomasse, à Albi également. Donc à Nantes aussi, il y a un certain nombre de recherches sur la digestion, je dirais plutôt co-digestion anaérobique. Et donc on voit que sur la partie génération de vecteurs énergétiques, il y a des compétences bien distribuées dans les écoles qui font que quand on regarde le paysage national, on n'est pas seulement représenté, mais ce sont des équipes reconnues. Pour la plupart, ce sont des UMR-CNRS, donc sur les critères un peu de qualification au niveau national. Il y a un autre volet de recherche dans les écoles qui porte sur les traitements de séparation et les émissions. Alors, il y a les deux. On voit par exemple qu'à Saint-Étienne, il y a une forte activité reconnue, aujourd'hui bien établie, sur le captage et la séquestration du CO2. Donc, je parlais avec Jean-Michel tout à l'heure, qui m'expliquait où est-ce qu'ils en sont. Donc, ils ont appliqué toutes ces compétences dans le domaine des gaz, de l'eau. Donc, il me parlait des travaux en recherche avec ce qui se passe sur Mars. Je n'ai pas tout compris, mais on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais il y a une expertise évidente dans le captage du CO2
qui est complémentaire du point d'avant, parce que, comme vous le voyez, le vecteur énergétique, en général, c'est des gaz, CO, hydrogène. Et dans la chaîne de transformation des matrices carbonées, on se retrouve souvent avec du CO2. Et une des questions majeures aujourd'hui de société, c'est comment on gère le CO2, qui peut être anthropique, qui peut venir des procédés eux-mêmes, ou qui est exogène, dû à l'activité humaine et industrielle. Ce qui vient avec aussi, ce sont les émissions. Alors, on utilise des déchets, et le problème des déchets, c'est qu'il y a des polluants. Il y a des polluants métalliques, il y a des polluants organiques, et qui sont souvent sur des particules. Donc, il y a toute une expertise à Nantes, à Albi, à Saint-Étienne, à Douai, notamment sur la partie traitement. Et nos collègues d'Alès ne sont pas en reste parce qu'ils développent pas mal de capteurs aussi qui aident à la mesure et au contrôle de la pollution. Le traitement de fumée, donc, qui est relié aussi à l'étape d'avant, donc, qui se fait pratiquement dans toutes les écoles, de Paris à Sofia, aux écoles qui sont dans le nord, donc Nantes. Matériaux pour le stockage. Alors, on s'intéresse aux problèmes énergétiques, donc on essaie de générer des vecteurs énergétiques qui peuvent être transformés en sources d'énergie. Et comme vous le savez, un des verrous aujourd'hui sur tout ce qui se fait dans les énergies renouvelables, c'est le stockage. Alors, comment on fait quand on a du soleil le matin et qu'on ne l'aura pas toute la journée, mais on veut récupérer cette énergie pour l'utiliser que le lendemain? J'ai un procédé de gazification qui va générer un vecteur. J'ai un process pour des tas de raisons qui ne peuvent pas consommer parce que la production industrielle baisse, des tas de choses. Comment je stocke? Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous et on sait que les écoles sont extrêmement présentes. Donc, il y a notamment Saint-Étienne qui, pour moi, est un peu plus avancé que toutes les autres écoles. On retrouve ce type d'activité à Paris et aujourd'hui à Albi aussi. Et on a identifié aussi l'analyse et les bilans environnementaux. Donc là, il y a des écoles très fortes, hein, comme à Alès, comme à Saint-Étienne, je dirais un peu plus tard, qui fait partie de 3 pôles. Ça, c'est assez transverse. On le retrouve pratiquement dans toutes les écoles, mais avec quelques dominantes, notamment à Saint-Étienne et à Alès. Voilà à peu près une partie de la panoplie de ce qu'on retrouve dans les écoles. Par rapport à la situation nationale, on est plutôt fort, je dirais. Hein. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Ça reste quand même des pôles assez importants avec des gens respectables dans le domaine. Voilà, je prends juste un exemple, je surveille le temps avant que Françoise m'interpelle. Donc, sur les travaux de recherche, je donne quelques exemples. Donc, sur cette diapo, excusez-moi, elle est un peu chargée, mais je vais essayer de synthétiser. J'ai représenté ici ce qui se fait dans la conversion thermochimique. Donc, on va récupérer un déchet ou une biomasse qu'on va transformer dans un... Une déchet ou biomasse qu'on va transformer ici dans un procédé de thermoconversion qui utilise la température. Alors là, on voit qu'au niveau des écoles, il y a des compétences qui vont de la phase importante, qui est souvent la phase de préparation, qui est très coûteuse, qui détermine l'essentiel de ce qui se passe après. Excusez-moi, c'est tout ce qui est séchage, déshydratation. Donc là, par exemple, à Albi, il y a une compétence établie depuis de longues années, en sachant que le séchage fait souvent le coût du procédé. Et la partie transformation, qui peut être de la pyrolyse, c'est-à-dire une transformation sous atmosphère inerte, donc on ne décompose pas toutes les molécules de carbone, elle est incomplète pour pouvoir les utiliser. La gazéification, on est légèrement oxydant, donc ça permet de ne pas transformer tout le carbone et donc pouvoir avoir des vecteurs énergétiques jusqu'à la combustion qui transforme toute la chaîne et donc a du pouvoir calorifique que font par exemple nos collègues de Douai. Donc toute cette chaîne-là qui va du séchage, de la transformation pour générer du gaz qu'on va récupérer et qu'on va reprocesser pour faire fonctionner des turbines à gaz, ou récupérer la partie solide pour faire des matériaux fonctionnels, des catalyseurs, des adsorbants, sont des compétences présentes dans les écoles des mines. Alors, on arrive aussi sur la partie énergétique à générer des piles à combustible. Donc là, vous avez remarqué, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder le document poster, on a 5 ou 6 posters sur les piles à combustible, mais qui vont de la fabrication. Donc il y a des équipes, notamment à Paris, qui travaillent sur la mise en œuvre des matériaux pour des piles à combustible, lithium phosphate, lithium-ion. Et donc il y a une compétence relativement forte sur les piles aussi, qui ne sont pas que des piles reformage telles que là, mais aussi la conception des piles. Rapidement, je vais passer celle-là, je pense que le temps me l'interdit. Un autre exemple qui vient des travaux qui sont faits à l'École des mines de Nantes. Tout à l'heure, j'ai dit on génère du gaz, du solide, qu'on reprocesse pour faire des combustibles.
ou des piles à combustible. Mais il y a une autre approche qui peut consister à prendre un déchet, comme vous le voyez là. C'est un travail que font les collègues de Nantes sur la valorisation des graisses animales. Donc ici, par un processus de pyrolyse, donc comme j'ai dit, qui est une transformation thermique à relativement basse température sous atmosphère inerte, on récupère une phase liquide, qui sont des TAR, qui sont des hydrocarbures à longue chaîne, qu'on peut reprocesser après condensation et filtration pour utiliser exactement comme carburant pour des moteurs diesel. Donc ça, c'est des travaux que fait par exemple Mohand et son équipe à Nantes. Ils sont assez bien connus. Donc sous-couplage, génération de carburant et utilisation dans un moteur. Alors, quelques valorisations. Donc c'est bien la recherche, on valorise par des publis, mais de temps en temps, on va un peu au-delà. Donc j'avais deux exemples. Bon, c'est le hasard qui fait que ce soit d'Albi, je suis désolé, mais bon, j'ai demandé aux collègues, j'ai pris les exemples que j'ai pu avoir. Donc ça montre l'expertise dans le domaine. On a poussé le bouchon un peu loin. Donc en 2010, on a lancé avec Springer le premier journal uniquement dédié sur les déchets biomasse. Et donc, il marche plutôt très bien. J'ai amené quelques copies ici, pour lesquelles je suis éditeur en chef. On était parti pour faire 4 numéros jusqu'en 2014. Les choses marchent tellement bien que cette année, on va passer à 6 numéros. Donc, tout va très bien. Donc, l'impact factor a été demandé. Voilà, tout va très bien. Donc, je vous incite aussi à publier. Mais j'ai vu que les collègues de Paris et de Nantes ont déjà des articles. Voilà. L'autre valorisation est un cycle de conférences que nous avons initié aussi, qui est West End, qui est une conférence biannuelle qui regroupe à peu près 500 personnes d'une cinquantaine de pays. On fait tous les 2 ans un endroit différent. C'est parti d'Albi, qui a été labellisé conférence de la Commission européenne. Ça veut dire quoi? À l'issue de chaque conférence, je rédige les conclusions sur les tendances qui sont transmises à la DG Recherche de la Commission. Et ces conclusions, je suppose, sont utilisées pour les programmations. Donc ça, c'est des outils un peu qui ont été des conséquences de l'activité de recherche dans les écoles. Et là, on travaille de plus en plus avec Nantes, j'espère avec d'autres équipes, pour se fédérer autour de ceci. Alors, je vais terminer par le rôle du Carnot. On est entre nous, ici, École des Mines, donc attirés par beaucoup de choses qui sont liées à nos implantations locales, qui sont assez dispersées dans le pays. Et ce qui fait que quand on fait le bilan, on se rend compte que dans notre environnement, on a des presses, on a le CNRS, il y a eu les investissements d'avenir, les plateformes, tout ça fait qu'on est tiraillé. On est tiraillé et que voilà, on vit là où on vit, hein, on fait du local essentiellement. Mais alors qu'on a quand même cette implantation nationale qui nous rassemble. Alors j'ai pris quelques exemples, mais sans m'attarder compte tenu du temps imparti. Au niveau des investissements d'avenir, à Albi par exemple, et à Saint-Étienne, donc on est impliqué dans des LABEX, Equipex et dans les instituts énergie décarbonée. Au niveau du CNRS, aussi bien à Paris, à Nantes, à Saint-Étienne qu'à Albi, on est UMR. Notamment avec Nantes, on est aussi dans un laboratoire international associé avec la Chine sur les énergies renouvelables. D'autres exemples, ce sont les plateformes. Donc on voit qu'à Nantes, ils ont la plateforme Prévert, qui est en fait une émanation du CPER. À Albi, nous avons Valterra. Les collègues stéphanois sont sur pas mal de plateformes thématiques, donc compétences dans l'analyse environnementale jusqu'à la simulation. Tout ça fait qu'on vit un peu dans notre environnement local, ce qui est normal. Alors, ce qu'on pense, c'est que ce qui est important, avec Laurence, on l'a conçu comme ça, avec les conseils de Didier et puis quelque part les échanges qu'on a eus avec Françoise quand elle est venue nous voir à Albi au mois de décembre ou novembre dernier, je ne sais plus exactement, c'était que en dépit de cet éclatement, en dépit du fait qu'on vit dans l'environnement dans lequel on est, qui est très changeant, on a quand même intérêt à se fédérer autour de 2 outils principaux qu'on a, donc le Carnot, donc via les appels à propositions, donc qui sont en ce moment en cours, qui nous permettent déjà de nous connaître entre nous et puis d'avoir une force de proposition au niveau national, ce qui est important, et aussi au niveau de la veine PME. Donc on aura un partenaire qui n'est pas le plus faible, hein, donc voilà, on doit travailler avec le CEA qui est quand même très fort, on doit se le dire, donc on doit être quand même une masse critique, hein. C'est difficile d'y aller seul, hein, on ne fait pas le poids. Donc plus on est nombreux, voilà, plus on est complémentaires, plus on peut peser. Et donc ça nous amène à penser que, on le voit comme ça, un meeting comme celui-ci permet justement de bien identifier comment, via le Carnot, on peut être une force de proposition au niveau national, comment on peut se fédérer
pour avoir en fait une dynamique de recherche et de développement qui fasse que, aussi bien au niveau de la recherche scientifique et qu'au niveau des applications industrielles, qu'on joue le rôle qui est connu des écoles des mines et des télécoms. Ça aide aussi à avoir des synergies entre nous. On ne se connaît pas toujours, on découvre que ce qu'on va chercher ailleurs, ben on les a dans les écoles des mines. Moi, j'en ai fait l'expérience en préparant cette présentation. Tout ça fait qu'on espère, on compte un peu, donc je fais un peu un clé d'œil à Françoise, que le Carnot aidera à faire cette structuration pour qu'on soit fort au niveau national. Voilà, donc j'en ai terminé. Je voulais remercier Laurence, donc moi je présente, mais on a vraiment préparé cette présentation ensemble, avec l'aide de Didier, voilà, qui a collecté depuis le début, donné des conseils, pas plus tard qu'hier encore, pour bien caler, s'assurer que tout allait dans le bon sens. Jean-Luc Carion, donc ils ont été très disponibles dans l'envoi des informations, parfois au dernier moment, mais tout le monde a joué le jeu. Jean-Michel et Mohand aussi, qui depuis le début a un peu géré la thématique 3. Voilà, merci. Merci Ange pour cette brillante présentation extrêmement synthétique et d'une richesse qu'on a tous appréciée. On a peut-être place pour une question, si vous le souhaitez. Non, vous êtes sous le charme, donc vous voulez maintenant découvrir la suite de ces recherches avancées. Donc je propose qu'on remercie à la fois Ange et Laurence pour tout ce travail à nouveau. Donc merci beaucoup. Et